Ok, on va pouvoir commencer. Bonjour à tous, bienvenue pour ce talk un petit peu en retard, on va faire notre mieux, hein. Ça devrait durer une demi-heure. On va essayer de pas dépasser, qu'on puisse tous aller manger aussi. Donc, talk, le monde est petit ou comment trouver des amis en 30 millions d'étapes ou environ. Donc, je m'appelle Tom Niger, il y a mon nom Twitter, lien GitHub en bas, le truc habituel. Juste avec mon nom, vous devriez pouvoir trouver. Ouais. Dans la vie, il y a un truc que j'adore, c'est compiler, accumuler, collecter des infos pour les analyser, voir émerger des trucs, voir émerger des comportements, des structures. Alors bon, c'est un peu ce qu'on appelle parfois le big data. Bon, en fait, c'est beaucoup plus vieux que ça. Hein. Oui, c'est juste le concept des stats, accumuler des trucs, faire des observations, tirer des conclusions et parfois voir des choses surprenantes apparaître. Alors, il y a un exemple sympa que j'aime bien, c'est une feature qu'il y a sur quasiment tous les téléphones récents, probablement les vôtres donc. Sur iPhone, je sais pas, dans le cas sur Android, il y a ça, c'est l'historique de position. Alors comme son l'indique, hein, le but c'est que ça enregistre votre position GPS. En pratique, ça l'envoie régulièrement à Google. Eux, ça leur sert pour un paquet de trucs, hein, pour appuyer le marketing, voir que vous avez été à tel resto, tel aéroport, vous poser des questions dessus, établir votre profil de consommateur. Voilà, ça ressemble juste à un outil marketing, mais en fait c'est assez puissant parce que derrière tout ça, on peut analyser beaucoup de choses. Eux, ils arrivent par exemple à analyser la marche. Ouais, ils peuvent vous dire que vous avez marché, vous avez voyagé, etc. Ils peuvent voir que vous avez été au cinéma. Je suis passé 3 heures au ciné. Je suis allé voir Dune 2. Très bon film au passage. J'ai fait 1800 bornes en avion. Comme c'est Google, c'est une galaxie service. Évidemment, ils peuvent le relier à Maps, à photo, tout ça. Alors ça peut faire peur quand on tient à sa vie privée, mais d'un point de vue purement informatique, computationnel, c'est quand même impressionnant, je trouve, tous les algos qui est derrière. Il faut se rendre compte que eux, ce qu'ils ont de leur côté, c'est juste une liste de positions GPS avec des timecodes à côté, mais qu'ils arrivent de là à apprendre et à comprendre ce qui se passe. Et là, tout ça, tous ces stats, je peux les faire pour chaque jour de ma vie depuis que j'ai un smartphone Android, donc 2014, ça fait 10 ans de données. C'est quand même pas mal pour une vie d'humain, je veux dire. Après, bon, si on se restreint aux applis Google, on a vite fait le tour. Là, ils vous disent voilà ce que vous avez marché, etc. Nous, on est là pour coder, on est là pour vraiment faire ce qu'on veut avec. Un truc cool, c'est que Google permet d'exporter tout ce qu'ils ont sur vous. Donc ça peut être l'historique de recherche, l'historique de tout, vous voulez, mais y compris l'historique de position. C'est en partie grâce à l'UE avec le RGPD, tout ça. C'est légal. Vous pouvez essayer si vous en avez, vous seriez surpris de la quantité de trucs qui peuvent s'accumuler sur un compte Google comme ça, juste en s'en servant en fait. Hein. C'est vraiment juste tous les services qu'il y a qui sont regroupés, qui sont connectés. Pardon. Avec tout ça, j'ai pu exporter tout mon historique de position vers un format lisible, hein, du JSON. Bon, lisible. Un giga de JSON quand même. Un peu. Bon, il y a 10 ans de données, hein, c'est quand même beaucoup. Bon, on va voir un peu ce qu'il y a dedans. Alors, bon, je vais pas l'ouvrir dans le bloc-notes. 1 giga, ça marchera pas. Mais avec un bon pager, comme Bless, là, on peut trouver des trucs. Et ce qu'on va voir quand on va le lire ici, c'est que c'est juste plein d'enregistrements. Hein. C'est les positions GPS, parfois un peu la source d'où ça vient, des activités. Bon, c'est pas vraiment exploitable tel quel, parce que justement ça c'est les données brutes. Nous, ce qu'on veut, c'est regarder vraiment les données analysées, à profiter un peu de ce que Google a fait pour nous. Si on ouvre un des fichiers qui a été traité, on voit là c'est en mars 24. Il y a un enregistrement qui me dit que j'ai parcouru environ 1200 mètres de 5h42 à 5h54 et que c'était de la marche à pied. Voir le suivant, là, c'était 19 avenue Saint-Maur à la Madeleine à côté. C'était juste la Roskilde de mars dernier, en fait, il y a 2 mois, où j'y suis allé. On voit qu'il n'est pas tout à fait confiant sur l'emplacement et qu'il y a d'autres lieux où j'aurais pu être. En tout cas, c'est quand même pas mal, juste à partir de juste ce que mon téléphone a mesuré dans ma poche pendant que j'y étais, du coup, assis en train d'écouter des talks. Et du coup, bon, j'ai extrait tout ça avec une ligne de commande GQ qui est beaucoup trop longue pour la montrer ici. J'ai fait un script Python qui analyse tout ça avec NumPy et Pandas. Et j'ai trouvé un outil en ligne qui fait des cartes de chaleur. Alors c'est sympa, on peut voir comme ça tous les lieux qui s'affichent, ça affiche des beaux points rouges. Plein d'endroits en fait importants où j'ai été, où j'ai vécu, où je suis allé bosser, où j'ai été en voyage, en vacances, plein de choses, où j'ai été à des conférences sur des langages intéressants. Vous pouvez me voir les autoroutes que j'ai pris, parce que ça fait des petits nuages, du coup j'y ai pas été beaucoup, mais quand j'y suis allé, ça a fait un petit tracé, donc ça se remarque dessus. Voilà.
On peut analyser sa vitesse de marche. Enfin, sur 10 ans, j'ai marché environ 5 km/h, ce qui correspond à la vitesse moyenne d'un humain, ce qui me confirme probablement que je suis humain. Je suppose que c'est rassurant. J'ai pu voir aussi que au lycée, je marchais vite et qu'après, je marchais moins vite. Enfin, je marchais beaucoup et après, je marchais moins. Bah, forcément, quand on fait changer de bâtiment les élèves à chaque cours, ça fait marcher plus. Après, il y avait le Covid, forcément, là, je marchais moins bien. Enfin, moins en distance, quoi. Au final, alors, là, c'est juste voilà, c'est des tableaux de données, c'est des séries temporelles. On peut faire beaucoup de choses avec les séries temporelles. Hein. Il y a beaucoup de boîtes qui font des trucs très complexes avec ça, mais moi, il y a une forme de données que j'aime particulièrement bien analyser, c'est les graphes. Alors, les graphes, on va voir un peu après ce que c'est en détail, mais c'est juste quand des trucs sont reliés, de façon abstraite. Hein, c'est voilà, des choses sont reliées par des relations. Et il se trouve que quand on prend des graphes assez grands, on arrive assez vite à faire émerger des structures et pouvoir se poser des questions intéressantes dessus. Alors, je vous rappelle, parce que je sais pas si tout le monde a eu des cours sur les graphes dans son cursus ou autre, c'est un ensemble de nœuds. Ici, c'est les ronds, avec les chiffres, qui sont reliés par des arêtes. Ici, c'est les lignes. C'est vraiment pas plus compliqué que ça. Hein. C'est les graphes, vous en voyez tous les jours. Un exemple que vous connaissez probablement, là, c'est le réseau des transports publics de l'île, enfin juste le réseau ferré, donc c'est les métro et tram. Chaque nœud ici, c'est une station du métro. Et chaque arête représente le fait que deux stations sont reliées par une ligne. Alors, beaucoup de nœuds ici ont deux voisins. Là, c'est les stations qui sont sur une ligne. Certains en ont un seul, c'est les terminus. Et certains en ont plus de deux, c'est les correspondances qui relient deux lignes. Autre exemple, là, c'est un peu plus de l'info. Là, on a une fonction de recherche dichotomique qui cherche dans un tableau trié la position d'un nombre. Donc sous forme de code, je suppose que ça vous parle. Et à droite, voilà ce qu'on appelle son CFG, son control flow graph. Alors, si des gens ont travaillé sur des compilateurs ici, ça devrait leur parler peut-être un petit peu. Ça représente en gros tous les chemins qu'on peut prendre dans le code en partant du haut. Imaginez qu'on rentre dans la fonction avec les paramètres et on va vers le bas, on fait des chemins. C'est très utile pour les compilateurs parce que c'est pratique de savoir quels chemins sont empruntés dans la fonction pour optimiser, par exemple. Si en passant du code au CFG, on trouve des nœuds qui sont reliés à rien, c'est du code mort. Si on trouve des chemins qui, là, sur l'identique, remontent, ça s'appelle des boucles. Si on trouve un nœud qui a deux chemins qui sortent, c'est une branche, c'est un if. Et les branches, on n'aime pas trop ça avec les processeurs, etc., parce que c'est compliqué à optimiser. Mais c'est un bon exemple de graphe. Dans Rust, il y a des graphes. Enfin, Rust passe son temps à faire ça, LLVM aussi. Là, c'est des petits graphes quand même. À Lille, voilà, il y a quoi, je sais pas, 40, 50, 60 stations. Là, c'était le CFG, il y avait une dizaine de nœuds. On peut trouver assez facilement des exemples de graphes beaucoup plus gros. Ça, c'est Wikipédia. Wikipédia en anglais. Chaque rond de couleur ici, c'est un article. Et un article est relié à un autre s'il y a un lien de cet article vers l'autre. Donc, un lien qui est compliqué, ça mène vers l'autre. Bon, là, ça fait quand même 6 millions d'articles environ, 200 millions de liens interarticles. Ça commence à être un graphe un petit peu gros, on va dire. Et on peut trouver des trucs marrants avec ça. Par exemple, là, on ne voit pas ici, mais sur le vrai graphe, on peut zoomer, etc. On peut trouver des points qui sont reliés à rien. C'est des articles orphelins. C'est quelqu'un qui a créé un jour un article, mais juste, aucun autre article ne pointe vers lui. Ou bien un groupe d'articles reliés entre eux, mais qui sont pas reliés au reste du réseau parce qu'aucun article ne pointe vers eux. Souvent, c'est des gens pas très connus ou des villes très isolées. Il y a aussi des couleurs. Je parlerai plus tard de ce que veulent dire ces couleurs. Le truc marrant avec ça, quasiment tout le graphe est connexe. Ça veut dire que vous prenez 2 points sur le graphe, vous pouvez presque tout le temps, dans 99,1% des cas, suivre un chemin et aller d'un point A à un point B. Après, c'est un jeu qui est plutôt amusant. Il y a un site qui existe, vous pouvez mettre 2 noms d'articles Wikipédia, il vous donne le chemin le plus court. Par exemple, là, c'est les chemins entre Lille et Rust. Il y en a, et c'est pas très visible, je vais en prendre quelques-uns au pif. Voilà, donc c'est time zone, JavaScript, bon, ok, soit, parce que Lille a un fuseau horaire, le JS machin, par Linux, puis pas encore, voilà, Helsinki, par la rouille aussi, enfin juste là, comme le métal, bon, soit. Et bien sûr, c'est des liens, les liens c'est dans un sens. Un article pointe vers un autre, mais ça veut pas dire que c'est réciproque. Si je cherche les chemins dans l'autre sens, j'aurai des chemins différents. Là, c'est pareil, c'est un peu moins évident, ça parle de Google, de Unicode ou d'autres trucs. Soit. Il y a un fun fact aussi marrant qui me surprend toujours, c'est que si vous prenez un article Wikipédia, n'importe lequel, vous cliquez sur le premier lien,
puis encore à nouveau. Vous faites ça à répétition, bah, pour quasiment tous les articles, vous finirez sur la page qui s'appelle philosophie. Peu importe la langue. C'est plutôt marrant. Je me voyais pas parler de ça sans parler de ce fait-là. Tout ce genre de phénomène, vraiment, ça paraît de s'amuser. Enfin, quand on trouve ça amusant, évidemment. Il y a un jeu, on va dire, en rapport avec ça a 20-30 ans, qui s'appelle Six Degrees of Kevin Bacon, 6 degrés de Kevin Bacon. Et en gros, ça repose sur le fait que Kevin Bacon a joué dans beaucoup de films. En fait, tellement de films que n'importe quel acteur serait au plus 6 degrés de séparation de lui. Si on suppose que deux acteurs sont à 1 degré s'ils ont joué dans un film ensemble. Par exemple, Ian McKellen a joué Magneto dans Days of the Future Past, en compagnie de Michael Fassbender, qui avait aussi joué Magneto dans X-Men Le Commencement, en compagnie de Kevin Bacon. Donc il a un nom de Bacon de 2. Et beaucoup d'acteurs en fait ont un nom de Bacon qui est très petit parce que c'est Hollywood, c'est beaucoup de films des acteurs qui jouent ensemble. Plus dans l'info et les maths, il y a le nombre d'Erdős, où c'est référence à Paul Erdős. Pareil, lui c'est chercheur, enfin mathématicien, qui a publié beaucoup de papiers, était très très prolifique, vraiment, il s'arrêtait pas. Et du coup, vu qu'il a publié beaucoup de papiers avec beaucoup de gens, on peut se demander quelle est la distance entre un mathématicien quelconque ou un chercheur quelconque en fait et Paul Erdős. Donc si on dit qu'Erdős a un nombre d'Erdős de 0, parce que c'est lui, on peut prendre un chercheur, regarder les papiers avec qui il a coécrit un truc, et voilà. Par exemple, vu que j'ai techniquement écrit un papier pour une matière de recherche en 5e année, j'ai un nombre d'Erdős de 6 environ. Beaucoup de chercheurs ont un nombre de 2 ou 3 parce que ils sont pas très loin. Puis comme il y a des gens qui publient des papiers et qui jouent dans des films, on peut aussi inventer le nombre de Bacon Erdős, qui est du coup la somme des deux. Stephen Hawking a un nombre de Bacon de 2, parce qu'il a joué dans un film des Monty Python avec John Cleese, qui a joué avec Kevin Bacon. Du coup, comme il a un nombre d'Erdős de 4, il a un nombre d'Erdős de 6. Il y a ça aussi pour Ryu dans les jeux vidéo. Enfin, voilà. Hawking a un nombre de Ryu, évidemment. Non. Ils nous parlent même pas du nombre d'Erdős Black Sabbath, ça c'est encore autre chose. Est-ce qu'il y a des gens ici qui connaissent la chaîne Fulloscopy sur YouTube? Ok, quelques-uns. Bon, à la fois, c'est le bon endroit, je suppose. Il y a quelques temps, il y a 2 ans, il a fait une vidéo sympa où il a scrapé les listes de followers Twitter de plein de gens sur Twitter pour en faire un graphe et pour analyser tout ça. Ça a donné ceci. Enfin, là, du coup, c'est le graphe tel quel. Après, il zoome dessus, il fait des jolis trucs avec. Et sa vidéo est super, vraiment. Si vous l'avez pas vue, vous cherchez Fulloscopy Twitter et vous la trouverez, vraiment cool. C'est très intéressant. On peut voir plein de choses. Bon, ça a plusieurs défauts quand même pour une analyse, c'est que déjà c'est un graphe dirigé, c'est-à-dire que on follow quelqu'un, ça veut pas dire que ce quelqu'un nous follow back. C'est le concept de mutu ici, de personne se follow. Moi, je peux aller voir le compte de n'importe qui, de Kevin Bacon, et le follow. Ça veut pas dire que lui me connaît. Donc le fait de savoir que moi je le follow en soi, ça a de la valeur, mais je sais pas, c'est pas réciproque, quoi. C'est pas non dirigé. Moi, quand j'ai vu cette vidéo, je me suis dit vraiment, mais à quoi ça ressemblerait si c'était vraiment juste le graphe des gens qui se connaissent? On est des humains, on rencontre des gens tous les jours, on connaît des gens, à la crèche, à l'école, au collège, au lycée, plus tard au travail, dans le monde, dans le métro, à la Roskilde, on rencontre des gens. Qu'est-ce qui se passe si on faisait un graphe de la connaissance humaine, juste des personnes qui se connaissent mutuellement? Alors déjà, c'est pas facile. Comment on sait si des gens se connaissent? On peut leur demander, ça prend du temps quand même, hein. Voilà, t'as des amis, si tous tes amis. Si seulement il y avait une base de données où beaucoup de gens sont et qui contient l'info comme quoi 2 personnes se connaissent très probablement. Alors, les plus de 40 ans dans la salle savent de quoi je parle. Hein, The Facebook, juste Facebook, c'est peut-être. Même si depuis quelques années ça tend à disparaître chez moins de 40 ans du coup, ça reste assez unique comme réseau dans le fait que il y a peu d'autres réseaux sociaux qui existent encore aujourd'hui où il y a une relation symétrique. Sur Facebook, vous demandez quelqu'un en ami, on vous accepte. Mais après, du coup, les 2 personnes sont amies, il n'y a pas de sens réel. Sur Instagram, on suit les gens, on peut accepter, on peut être un compte en privé, mais c'est différent parce que pareil, la personne ne nous suit pas forcément en retour. Twitter, c'est pareil, voilà. Facebook a aussi un gros avantage dans le fait que
c'est bête, mais beaucoup de gens y sont, quasiment tout le monde y est, même si on s'en sert plus. Je veux dire, enfin, j'ai un compte Facebook que j'ai créé il y a des années, je m'en sers pas. Je pense que beaucoup de gens dans le salon ont un compte Facebook qu'ils ont créé il y a des années, mais dont ils ne se servent plus parce que c'est mort. Enfin, voilà. Mais c'est là. C'est comme le C, en fait. Hein. C'est-à-dire que c'est là, ça a joué un rôle important. C'est vrai, Facebook a joué un rôle important dans l'histoire des réseaux sociaux, au point que, enfin, c'est bête, mais dans 10 ans, ça existera encore. Dans 10 ans, il y aura encore des vieux comptes où la personne s'est pas loguée depuis 10 ans, pareil, voilà. Ça disparaîtra jamais vraiment, quoi. Du coup, Facebook, je me suis dit, je me suis mis en tête de juste scraper Facebook comme il avait fait avec Twitter. Alors bon, il n'y a pas d'API, malheureusement, ce serait bien. Enfin, il y en a une, mais elle est rate limitée de fou et on peut rien faire avec et c'est inutile. Bon, du coup, j'ai fait un scraper, hein. J'ai fait un script Python qui scrolle. Il scrolle. Et il scrolle comme ça pendant des heures. Et il stocke ça dans une base. Je sais. Voilà. Bon, c'était pas rapide, c'était fragile, mais bon, ça a marché. C'était, voilà, ça a commencé très lentement. Ça a atteint le million de nœuds au bout de 3 mois. C'était pas, enfin, c'était vraiment un gros brouillon. Au bout de quelques jours, j'avais voilà 5000 personnes, après 10 000, 100 000. Bon, c'est pas énorme, mais je voulais déjà me dire, mais qu'est-ce que je peux faire avec ça? Comment on visualise un graphe? Là, tout à l'heure, j'ai fait un dessin d'une fonction avec des nœuds. Enfin, il y avait 10 nœuds, quoi. Je les ai placés à la main sur PowerPoint. Enfin, c'est facile. Le truc de métro de Lille, ils ont juste fait comme à Londres, des belles lignes et tout moderne. Comment on met 5000 points, enfin 5000 personnes sur une image pour visualiser ça? C'est compliqué. Alors, premier truc déjà à faire, c'est de donner une position au point. C'est vrai, parce qu'un graphe, les points n'ont pas de position fondamentale. C'est un concept abstrait. De ce qu'on veut, c'est les positionner pour qu'ils soient sur une image. Pour ça, c'est sympa. Il y a un algo qui s'appelle Force Atlas, qui juste met les points et il simule de la physique comme si c'était des points reliés par des ressorts et il essaie de trouver un état stable. Et à la fin, ça trouve comme ça l'état des points positionnés tel que ça bouge plus trop. Et naturellement, les gens enfin, les groupes de gens qui sont beaucoup reliés entre eux, restent proches parce qu'ils sont beaucoup reliés entre eux. Et ceux qui sont pas reliés vont s'éloigner. Alors c'est bien joli, mais ça manque de couleurs. Comment est-ce qu'on distingue un peu les gens? Parce que, on a vu des couleurs tout à l'heure, c'est joli les couleurs. Pour ça, il y a un second algorithme, l'algorithme de Louvain, c'est à côté, c'est en Belgique, qui essaie de diviser le graphe en communautés et d'attribuer comme ça une couleur, une valeur à chaque nœud. Et pareil, quand on applique cet algo, ce dont on se rend compte, c'est que les groupes de gens qui correspondent intuitivement à des communautés, en vrai, se retrouvent effectivement séparés dans des communautés différentes. Au début, quand le graphe était tout petit, et du coup, en scrapant en partant de mon compte Facebook, il y avait un groupe de gens qui étaient des gens de mon collège, des gens de mon lycée, des gens de ma ville, qui eux se connaissaient tous. Effectivement, ça correspondait bien intuitivement au concept de communauté. Donc, ils ont réussi à formaliser ça mathématiquement. On voit que les deux algos là ici arrivent un peu à la conclusion parce que les points qui sont de la même couleur sont à peu près au même endroit. C'est bon signe quand deux algos arrivent à la même conclusion. Bon, tout ça, j'avais du coup un graphe mis en forme, une position et une couleur, donc une liste de points, une couleur, position, etc. et plein de lignes. Comment on peut voir ça? Alors évidemment, j'ai pensé à du web, j'ai essayé avec du JS. C'est pas rapide, ça marche pas. Quelques milliers de nœuds, ça laguait déjà. À la fois, il se vendait pas comme supportant plus que ça. J'ai essayé une autre lib qui, celle-là, prétendait pouvoir gérer des milliers de nœuds. Ouais, ça marchouille, quoi. C'est le JS, en fait, hein. C'est juste que ça allouait beaucoup d'objets, ça laguait, c'était pas du tout, enfin, c'est bon. Troisième essai, je me suis dit, bon, le problème, c'est le JS. Le problème, c'est que c'est interprété. Qu'est-ce que je fais? Je vais faire du C++. C'est la conclusion logique à l'époque. Je connaissais pas le Rust, hein. J'ai eu l'esprit. Donc, j'ai fait un truc en C++ avec ImGUI et OpenGL, sans passer par une bibliographique au-delà. Juste, je dessine des points que j'envoie sur mon GPU. Là, ça marchait suffisamment bien, on va dire. Là, il y a 800 000 points sur l'écran. Déjà un peu plus que le 5000 d'avant. Et ça marche même sur le web. C'est ce que je voulais, ça marche. Je voulais pouvoir le mettre en ligne sur une page et envoyer l'URL aux gens pour qu'ils puissent ouvrir. Et ça, c'est important. C'est fluide. On va dire que c'est assez fluide. En zoom, ça lag un peu, mais bon, voilà. Mais bon, ça reste du C++, c'est super dur à build et à étendre. Bon, voilà. Dès que je voulais rajouter une feature, ça plantait, les multithreads, genre, c'est terrible. C'était pas encore assez. Voilà, ça fait un quart d'heure plus que je vous parle de points colorés de GPS Kevin Bacon.
on est bien à la Rust Live, je vous rassure. Après ces 3 essais très laborieux, et cette impasse C++ qui menait à rien finalement, j'ai finalement vu la lumière. C'était en 2021, j'avais vaguement entendu parler de Rust dans des actus comme quoi ça allait être le futur C++, enfin, comme tous les ans, quoi. J'avais une amie dans un promo qui essayait de prêcher la bonne parole un peu, mais sans grand succès. Mais là, je sais pas, j'avais l'intuition que ça pourrait m'aider, en fait. Donc bah, j'ai installé d'abord Rust Analyzer, puis Sealion. J'ai commencé à réécrire en Rust le projet. C'était assez simple en réalité parce que le C++ que j'avais fait, c'était du C++ moderne, pas du vieux, donc ça ressemblait un peu à du Rust. J'ai utilisé ImGui-RS, le wrapper, et Glium, une lib OpenGL quelconque. Enfin, la première que j'ai trouvée, concrètement, j'ai pas vraiment réfléchi. Et bon, ça marchait, quoi. Enfin, c'est-à-dire que j'ai le même résultat, en fait. Et pas le même tout à fait, parce que mon portage Rust naïf, hein, je commençais juste, j'avais pas du tout fait d'optimisation, là c'était déjà plus rapide que le code C++ optimisé. Ce qui m'a un peu surpris, parce qu'on m'avait dit que c'était pas trop ça. Bon, je suis allé revoir le code que j'avais fait à l'époque, et ce que ça générait, en fait, c'est juste que le code Rust vectorisait un paquet de trucs que JCC n'osait pas vectoriser, donc forcément c'était plus rapide. Mais bon, le code était quand même pas non plus très très ouf, parce que oui, c'est du C++, donc faire un wrapper Rust sur ça, c'est pas fait pour en fait, hein, juste c'est pas très ergonomique. Et Glium ça marche pas en web, donc c'était une impasse aussi. J'ai cherché longtemps à essayer de le compiler, mais juste mon niveau en Rust c'était pas assez bon, quoi. Je commençais juste, je pouvais pas. Et sur les forums ils disaient juste qu'ils comptaient pas le supporter, donc bon, j'ai rangé ça dans un placard et j'y ai plus repensé. C'est dommage parce que je sentais que ça avait du potentiel, je sentais que Rust ça allait marcher, et c'était trop bâclé en fait, toutes les lignes marchaient pas entre elles, ça marchait pas. 2 ans après, en 2023. J'étais un peu meilleur en Rust, j'avais fait quelques trucs entre temps. J'ai bossé sur Cargo Breaking. C'est un outil qui sert à détecter les changements cassants dans des API de lib, chez Ubuntu en fait. J'ai bossé sur Embed-C, c'est lib qui sert à coder en C, en Rust. Bon, j'ai jamais trop trouvé à quoi ça pouvait servir, mais c'était marrant. J'ai fait un pilote de clavier pour un clavier que j'ai trouvé dans une poubelle. Bon là c'était marrant, c'est vraiment du bas niveau, kernel et tout, c'était assez marrant. En fait, les touches à gauche, elles marchent pas sous Windows, parce qu'ils ont décidé que s'ils connaissent pas la touche, ils ignorent complètement le code, du coup. Côté utilisateur, on peut juste pas le lire, donc il fallait faire un pilote. C'est terrible. Merci Microsoft, vraiment, c'est ça. À un moment, j'ai vu un truc qui parlait de Bevi, donc j'ai voulu essayer Bevi. J'ai fait un truc qui fait bouger des... Ouais. Bon. Et bon, je sentais que je maîtrisais un peu plus le truc, donc je me suis dit, bon, je vais retenter. Là, maintenant, je vais y arriver. J'ai réussi à faire des graphismes et tout, je vais y arriver. Alors j'ai réécrit quasiment tout le code, je suis passé à Egui pour l'interface. C'est magnifique, vraiment cette lib est, c'est une super lib, vraiment, l'API est super. Bon. Pour le rendu, je suis passé à Glow, qui est plus bas niveau mais qui marche sur le web, donc c'est bien ça. Puis au passage, j'ai profité pour corriger le premier graphe que j'ai scrappé parce que le scrapper était plein de bugs et donc il y a des trucs faux dans le graphe, donc voilà. J'ai réécrit le scrapper, bon toujours en Python, mais en Rust, c'est compliqué. Et c'était beaucoup plus rapide. 1 million de nœuds tous les 5-6 jours. Par rapport à un mois, 2 mois, c'était quand même pas mal. J'ai réécrit en Rust toute la pipeline de traitement. Avant, ce que j'ai montré là, sur le logiciel qui faisait les points et les couleurs et tout, j'ai fait. Alors c'est un super programme qui est écrit en Java. Du coup, j'ai tout fait en Rust parce que, voilà, c'était quand même beaucoup plus rapide. On passait de quelques heures à quelques secondes en fait. Gros changement, c'était plus stocké dans du JSON comme avant avec le scrapper. Maintenant, j'utilisais Neo4j qui est vraiment conçu pour ça. Alors, si vous connaissez pas, c'est comme MySQL ou Postgre qui sont optimisés pour les tableaux. Ça, c'est optimisé pour les graphes, pour des points qui sont reliés entre eux et pouvoir faire des queries très vite. On peut en faire avec Postgre ou MySQL, mais c'est pas optimisé pour. Donc, partant de là, j'ai un script Rust qui charge des données depuis ça. J'ai trouvé une lib qui fait Force Atlas, j'ai trouvé une lib qui fait Louvain. Et ça marchait super bien, vraiment. C'était beaucoup plus rapide que GFI. Ça marchait super vite au début, parce que bon, c'est des algos pour une complexité quadratique ou enfin super linéaire, machin. Donc c'est rapide au début, mais t'avances de 2 semaines et c'est aussi lent qu'avant. Donc on était reparti sur des heures. Là, j'ai cherché comment, je sais pas, paralléliser avec Rayon, avec des trucs comme ça, essayer de faire du SIMD. C'était une impasse parce que dans tous les cas, c'était juste limité par le processeur. Du coup, j'ai cherché, j'ai trouvé mon bonheur, j'ai trouvé une version CUDA de Force Atlas et CUDA de Louvain.
Oh, c'est plus du Rust. Je sais, j'ai pas trouvé comment faire du CUDA en Rust facilement. C'est peut-être possible, je sais pas, mais j'ai pas trouvé en tout cas. Mais bon, en tout cas, bon, ça les lance, ça récupère leur sortie et ça marche. Ça combine tout à la fin et j'ai mon beau graphe qui est mis en forme avec des points, des couleurs et tout. Ouais, beaucoup de taf, quelques nuits blanches. Et pour quel résultat? Bah, ça marche. Juste ça fonctionne en fait, c'est fluide. Hein. Là, je sais plus combien, il y a 2 millions de nœuds peut-être. Bah, voilà, c'est avec du code Rust propre, forcément, c'est super facile d'itérer. Hein. Bah, on veut rajouter des features, bah ça marche. De toute façon, si le code est faux, ça compile pas. C'est plus facile. Puis et GUI, c'est vraiment un plaisir. J'ai eu quelques soucis pour passer sur le web. Lib était compatible, théorie. Euh, ouais, alors le Wasm en Rust, c'est très peu documenté. J'ai dû bidouiller un paquet de trucs pour que les trucs acceptent de compiler alors que c'était supporté en théorie dans leur ligne. Mais en fait, beaucoup d'auteurs de lib vont voir ah tiens, j'utilise pas de feature spécifique à la plateforme, donc c'est compatible Wasm. Voilà. Euh, des fois juste ils se servent de features qui sont pas stables ou quoi, donc on est en galère. Euh, un truc compliqué avec le web, c'était le multithread en particulier, parce que bah, quand je charge le graphe, déjà le graphe il fait 200 mégas, 2 millions nœuds, etc. Le traiter, ça prend du temps. Si on fait tout sur le thread principal, bah, ça bloque l'interface. Et ça, les gens ils aiment pas parce qu'ils voient que c'est planté et ça fait pas pro, c'est pas ergonomique. Donc j'ai voulu offload tout le traitement sur un thread de fond. Bah, j'ai tout fait du coup bah, pour la version bureau avec les threads et les channels de Live Standard qui marchent super bien. Encore une fois, si c'est faux, ça compile pas. C'est quand même une grande aide par rapport au C++. Aucun bug de Schrödinger qui se produit en release et pas en debug, ce genre de choses. Sur le web, il y a un souci, c'est qu'il n'y a pas de thread. En fait, il n'y a pas de thread, ils n'ont pas ça. Enfin, il y a un proposal, mais du coup, c'est un proposal, c'est pas encore là. Du coup, j'ai voulu abandonner, puis bah, j'ai trouvé une parade à ça, c'est une lib qui s'appelle Wasm Thread et qui rajoute des threads. Alors, bah, du coup, ça reprend précisément bah, l'interface d'API de std-thread, mais en interne, ça crée des web workers qui sont pas des threads, mais des web workers. Mais j'ai pas compris non plus la différence, mais ils veulent pas dire que c'est des threads alors que c'est pareil. Bon, on va faire comme si. Moi, tant que j'ai mes threads, mais bon, enfin, ouais, il y a plein de trucs qui sont peu documentés. Et quand on cherche un message d'erreur et que le seul résultat, c'est vraiment, là, c'est pas croppé, hein, c'est le seul résultat. Quand on cherche le message et que le seul résultat, c'est le code d'émission du message d'erreur, c'est pas bon signe. C'est vraiment pas bon signe. Surtout qu'en Wasm, ça peut être assez dur de debug parce que bah, on n'a pas toujours une jolie stack trace, hein, on a des adresses. Parce que des fois, ça met juste pas les symboles. J'ai trouvé un bug de LLVM sur ça parce qu'il aime pas les infos dwarf et tout. Enfin, c'est terrible. Bon, au final, j'ai dû rajouter plein de flags pour que ça puisse compiler. Bon, il y en a quelques-uns pour l'opti, mais là, tout est target feature, c'est écrit nulle part qu'il faut les mettre. C'est vraiment juste en compilant, ah bah non, ça me manque ça, machin. Bon. Du coup, maintenant, j'y touche plus. Ça marche. Ça rappelle le C++, on va dire. On revient à ce soir. J'ai pu ouvrir des issues, hein. J'ai trouvé un bug dans Egui pour le support des web workers. Content. Ouais. J'ai aussi trouvé des cas d'opti assez intéressantes. Par exemple, bah, en Rust, on dit toujours les itérateurs, zéro cost, etc. C'est vrai, mais quand le problème se trouve entre la chaise et le clavier, ça ne marche pas. Par exemple, ici, est-ce que quelqu'un voit un problème avec ce code? En gros, j'ai une liste de personnes et je veux trouver la valeur minimale de filter ici, telle que bah, le nombre de gens qui matchent ça soit en dessous d'un seuil. Juste, bah, je monte filter et bah, je regarde le count. Voilà. Oui. Ton max, ça peut être du cul. Ça pue du cul, oui. Mais c'est pas le souci. Là, ici, je vérifie que le count, il est plus grand ou plus petit qu'un seuil. Et du coup, si mon new person, là, il contient 1 milliard de gens, bah, il parcourra le milliard. Genre, moi, je veux juste savoir si c'est plus grand ou plus petit. Il parcourra quand même le milliard avant de s'arrêter et de me renvoyer le count. Là, je me suis rendu compte au bout d'un moment. Bon, alors on peut rajouter un take. C'est tout aussi dégueulasse, hein. On peut faire avec enumerate, enfin, je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises façons de le faire. Toutes les façons sont moches, j'ai l'impression. C'est très dommage. Il n'y a pas de count bigger than, enfin bon, voilà. Un autre cas marrant, c'est quand je devais passer d'une liste de voisins de nœuds à une liste d'arrêts. Je veux dire que c'est pas compliqué, il faut juste prendre les couples de valeurs, enfin le nœud et puis les voisins. Oui, mais sauf que non, parce que le graphe il est pas dirigé. Si A et B sont voisins,
B est dans les voisins de A et A est dans les voisins de B. Sauf que moi, je veux pas avoir AB et BA, j'en veux avoir qu'un seul. Du coup, ma solution, c'était, c'est bon, je vais juste faire un H7 qui va gérer le fait que ce soit unique. Super. C'est rapide en plus, le 7. Ouais. À un moment, je sais pas, j'ai eu une révélation dans un rêve, je sais pas trop, ou après une soirée où je me suis dit, mais chaque arête que j'ai, c'est certes, je veux qu'elle soit unique, mais chaque arête, elle est pas unique, mais elle est juste en doublon, en fait, dans un sens et dans l'autre. Du coup, j'ai juste à choisir un sens. Si je veux garder qu'un seul de A, B et BA, j'ai juste à prendre une décision et prendre tout le temps la même. Par exemple, prendre l'arête où le nœud 1 est plus petit que le nœud 2. Et c'est bien parce que du coup, je peux juste faire ça et utiliser un VEC et d'un coup, c'est 2 fois plus rapide et on passe de 20 secondes à 10 secondes. Voilà, ça c'est pas ça, Rust, je fais ça pour vous. Puis la cerise sur le gâteau, c'est assez récent, ça a quelques jours, je la dois à Tamou sur le Discord, qui n'est pas là malheureusement, qui bosse chez Meilisearch et qui en fait a été un peu nerf snipe quand sur le Discord j'ai demandé si quelqu'un connaissait pas une bonne lib de recherche, parce qu'il s'est rendu compte qu'il n'y en avait pas, qu'il faisait ce que je voulais. Du coup, il a passé 2 jours et il en a écrit une from scratch. Je suppose que des gens font ça. Et en fait, avant, les recherches elles prenaient 5 à 10 secondes. Et maintenant, c'est instant. À droite, c'est après, et à gauche, c'est avant. Du coup, merci Thomas. J'ai pas compris comment marche ton code, mais c'est super rapide. Bon, voilà. C'est comme la crypto, faut pas essayer d'écrire soi-même, ça, c'est voilà. Bon, en résumé, j'ai mon scraper Python qui tourne à 24 sur ma tour depuis 4 mois. Ah, le screen est un peu vieux parce que maintenant on s'approche des 28 millions de nœuds sur le graphe. Il y a environ 20% du Facebook français qui est dessus. Donc 20% de cette salle, statistiquement. Sur le visualiseur, j'en affiche environ 3 millions. J'ai ma pipeline d'import en CUDA qui chauffe mon appart. Mais c'est super rapide. Ah, ça chauffe. Et c'est super rapide. Et mon visualiseur qui marche. En fait, il marche même sur mobile. Parce que du coup, c'est du oiseau. La vidéo est pétée, mais ça affiche pas ça sur l'écran. C'est juste que là, ça a mal compressé. Et ça marche, en fait. Juste, ça fonctionne. Et du coup, ça, c'est le Rust. Du coup, normalement, il y avait une démo, mais vu qu'il est, je sais pas quelle heure, ça a compliqué. Du coup, voilà, merci. Puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis après, voilà.